bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, merci de votre présence à cette nouvelle masterclass de la fabrique de l'exportation. Aujourd'hui, avec nous, Élodie Deprince de l'Université de Mons en Wallonie, Belgique, où elle est professeure associée de marketing et communication. Et Alina Punrich-Pereira, professeure associée à l'école de management Strasbourg Business School, pour parler de communication digitale. Pourquoi? Parce que les outils digitaux se sont généralisés, ils sont pratiques, ils sont relativement peu onéreux, ils permettent beaucoup de créativité, on touche une audience très large, on pourrait même dire qu'aujourd'hui, c'est un peu là que ça se passe. Mais, on en vient au mais, ce sont des pratiques qui présentent des risques, elles sont souvent déléguées, parfois à un prestataire, parfois à quelqu'un d'assez peu formé, assez peu compétent dans l'entreprise, parfois à des stagiaires. Elles sont parfois exercées par plein de personnes dans l'entreprise à leur propre niveau, parfois par des partenaires de l'entreprise à l'international. Et donc, ça expose à des pratiques qui ne sont pas optimales, voire même qui peuvent être risquées. Je précise aussi que les managers et les personnes au-delà de 40 ans sont peu expérimentés et pour eux, c'est quand même un autre monde qui regardent de très loin sans vraiment voir ce qui s'y passe. Donc, quand ils réalisent que quelque chose se passe mal ou s'est mal passé, c'est souvent trop tard. Donc, j'ai décidé d'inviter Élodie Deprince et Aline Pereira-Punrich aujourd'hui parce que j'ai vu la présentation d'Élodie à la conférence Atlas FMI 2025 à La Rochelle. Je l'ai trouvée très pragmatique, très efficace pour diagnostiquer les risques. J'ai trouvé que ça rendait les participants, le spectateur, beaucoup plus conscient des risques auxquels on s'expose en faisant de la communication digitale à l'international. On aura donc d'abord une partie diagnostic et on aura ensuite, avec Aline, une partie réponse au problème et à la situation de crise. Comment réagir, comment utiliser la communication digitale en mode crise et réponse à une crise. Voilà, je vais vous demander à toutes et tous de bien couper vos micros. C'est ce que je vais faire moi-même tout de suite. Et je laisse la parole dans un premier temps à Élodie, qui ensuite transmettra la parole à Aline. Et nous aurons ensuite un moment d'échange où les participants pourront lever la main ou écrire leurs questions dans le chat. Et je relayerai leurs questions, je leur donnerai la parole. Élodie, the floor is yours. Je te remercie, Jean-Christophe. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente d'avoir à la fois du monde professionnel, mais aussi à la fois du monde estudiantin parmi vous. Comme Jean-Christophe le disait, je viens de l'Université de Mons en Belgique. Vous allez l'entendre avec mon accent, je pense. Et du coup, voilà, je suis chargée de cours. Donc, chargée de cours en Belgique, ça représente ce que vous appelez maître de conférence en France. Et je donne principalement tout ce qui est cours de marketing, plutôt lié à ce qui est au comportement du consommateur à l'international et au digital. Et également, j'ai une casquette plutôt entrepreneuriale, d'où le fait que je travaille beaucoup en management international. Alors aujourd'hui, je vais vous parler avec ma collègue Aline, donc de l'EM Strasbourg ici, de communication digitale à l'international. Et donc, je vais essayer avec ma collègue de vous parler finalement des différents risques qu'on va pouvoir retrouver sur ces outils qui sont très alléchants pour plein de raisons que l'on va parler après. Et finalement, voir un peu comment ces dirigeants d'entreprise arrivent à les utiliser et quels sont ces risques, euh, risques connus et risques parfois sous-estimés à l'utilisation de ces outils. Et on va essayer de vous aider finalement à prévenir les soucis sur les réseaux sociaux lorsque l'on traverse finalement des crises. Vous allez voir que par crise, c'est vraiment de manière très générale. Ça peut être des crises liées par exemple le Covid, comme on a connu il y a quelques années, mais ça peut être des pénuries, ça peut être des crises liées au supply chain, enfin voilà, les crises de manière générale. Donc c'est vraiment sur ça que l'on va discuter aujourd'hui. Alors je ne sais pas si Aline, tu veux te présenter rapidement ou si je te laisse la parole par la suite avant d'enchaîner.
Oui, peut-être je me présenterai rapidement, justement, histoire d'accent. Donc, moi, je suis brésilienne. Donc, vous allez voir, vous allez entendre également mon accent. Donc, je suis enseignante-chercheur à l'université, à l'EM Strasbourg Business School, donc à l'université de Strasbourg. Je travaille surtout dans le domaine des stratégies. Je travaille sur la gestion, la communication des crises, la responsabilité sociale des entreprises. Et voilà, donc j'ai eu le plaisir de faire cette étude avec Elodie et je suis vraiment très ravie d'être là aujourd'hui pour le présenter avec elle. Super, Aline. Allez, ben, du coup, rentrons dans le vif du sujet. Donc, juste, là, vous êtes normalement, vous avez changé de DIA, donc j'espère juste que ça suit bien et que je vais pas avoir le même souci que la semaine passée. Absolument. Slide introduction à présent. Parfait, super. Merci Jean-Christophe. Voilà, du coup, comme je vous disais juste avant, ben, on parle beaucoup de réseaux sociaux, hein. Moi, c'est vrai que ben, je travaille là-dedans, donc c'est encore, voilà, c'est encore plus présent dans ma vie, mais effectivement, dans la vie de tout le monde, hein, de vous en tant qu'étudiant ou de vous en tant qu'entreprise, on ne sait plus faire sans parler des réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux sont souvent présentés comme ben, des opportunités pour les entreprises, je dirais même comme des opportunités formidables, indispensables pour les petites et moyennes entreprises qui ont souvent des ressources assez limitées. Et encore plus finalement quand on décide de se développer à l'international. Ben, ces réseaux sociaux ont plusieurs avantages, hein. Ils vont permettre ben, d'augmenter la visibilité, de trouver différents partenaires, que ce soit des partenaires locaux ou des partenaires à l'international, de communiquer rapidement avec les partenaires de manière générale, les clients à l'étranger, elle a vraiment des partenaires au sens large du terme. Mais bien évidemment, cette visibilité, ben, elle a aussi un revers. Effectivement, on est présent sur les réseaux. Il y a énormément d'avantages, mais ça a aussi un gros revers, c'est que plus une entreprise va être visible, mais plus elle va devenir vulnérable. Et donc, c'est sur ça qu'on a essayé de travailler, c'est vraiment d'essayer de comprendre finalement comment cette entreprise devient vulnérable, quels sont les risques auxquels ben, elles sont confrontées, et voir un peu ben, quels sont les outils finalement qu'on va pouvoir proposer aux entreprises pour pouvoir essayer ben, de devenir un peu moins vulnérable et d'être un peu plus préparé à cette vitrine géante sur les réseaux sociaux. Alors, c'est vrai que quand on parle avec nos entreprises, hein, les dirigeants avec lesquels on travaille, etc., on voit souvent que quand on parle de marketing, quand on parle d'outils marketing, ben, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui ressort en premier. Effectivement, les réseaux sociaux, c'est un outil marketing très important pour eux, c'est leur vitrine, c'est les outils indispensables pour eux. Mais clairement, ce sont aussi ben, des espaces publics où ben, les erreurs, les critiques, les informations ben, sensibles vont pouvoir circuler très vite, très très vite. Et du coup, avec les recherches qu'on a pu mener auprès de ces différentes entreprises, on a pu se rendre compte finalement ben, quels étaient les risques auxquels faisaient face ces entreprises, mais surtout quels étaient les risques que perçoivent ces entreprises. Alors j'insiste vraiment sur le mot percevoir. Vous allez comprendre un peu plus tard dans la présentation. Mais finalement, est-ce que les entreprises perçoivent qu'il existe des risques, qu'il existe des dangers finalement dans l'utilisation de ces outils à l'international? Donc, c'est un peu de ça qu'on va vous parler aujourd'hui. C'est vraiment essayer de voir finalement ben, quels sont ces différents risques que l'on va pouvoir retrouver sur les réseaux sociaux et comment est-ce que les entreprises font ben, pour pouvoir pallier à ces différents risques. Du coup, on a pu identifier trois grandes catégories de risques. Principalement, ben, tout ce qui est risque ben, lié à la réputation, donc les risques réputationnels, les risques informationnels et les risques qui sont plutôt réglementaires. Alors, qu'est-ce qu'on entend finalement par ben, ces trois types de risques, réputation, divulgation d'informations et tout ce qui est lié à la protection des données? Eh bien, le premier risque identifié, qui est ce risque réputationnel, c'est finalement les entreprises qui nous parlent de l'image qu'elles ont, l'image qu'elles essayent de se donner sur les différents réseaux sociaux. Alors,
qu'est-ce que l'on entend par là? Eh bien, en parlant avec les dirigeants d'entreprise, en parlant avec nos PME, puisque vous allez pouvoir remarquer qu'on travaille principalement sur les petites et moyennes entreprises, on s'est rendu compte que les entreprises avaient du mal à garder leur image à jour. À garder leur image à jour parce qu'elles ont énormément d'autres tâches sur le côté et que finalement, parfois, cette réputation, parfois, cette image de l'entreprise était quelque chose qui était laissé de côté. Et ce risque, il est d'autant plus marqué sur les marchés internationaux, car les réseaux sociaux, c'est parfois le seul moyen de contact, le seul moyen de communication, la seule vitrine que l'entreprise va pouvoir avoir à l'international. Cette réputation, elle va jouer un rôle qui est très important sur le marché local, mais encore plus sur les marchés finalement internationaux. Pourquoi? Parce que sur le marché local, il est très facile de prendre contact avec une entreprise qui se trouve sur le même marché, sur le marché domestique. Mais finalement, quand l'entreprise elle se retrouve à des milliers de kilomètres, c'est plus du tout la même chose. Déjà, de prendre contact, limite, ça, c'est encore quelque chose de faisable. Mais pouvoir en vérifier la crédibilité, c'est totalement différent. Donc, on remarque que ça, effectivement, c'est quelque chose auquel les entreprises font face et ce risque lié à la réputation. Alors, on a également des entreprises qui nous disent, finalement, moi, je travaille avec des distributeurs. Et donc, c'est souvent ces distributeurs-là qui vont eux-mêmes faire la communication pour nous. C'est donc, finalement, ça veut dire que c'est ces distributeurs-là qui vont eux-mêmes publier pour nous. Et donc, parfois, les erreurs, ça vient pas de nous, ça vient des distributeurs qui sont à l'international et qui, eux, font des erreurs dans leur communication. On a des entreprises qui nous expliquaient qu'il y avait un distributeur qui partageait finalement l'ancien logo. Bon, en soi, vous allez me dire, c'est pas encore trop grave et partager l'ancien logo, sauf qu'en fait, sur ce logo, il y avait un lien vers un ancien site Internet qui ne fonctionnait plus. Donc, en fait, les entreprises, les clients à l'international qui essayaient de voir un peu ce que faisait l'entreprise et qui passaient par ce distributeur-là, n'arrivaient jamais sur le site de l'entreprise et donc finalement, on ne savait jamais aller vérifier la crédibilité de cette entreprise-là. Donc ça, c'est quand même assez problématique. C'est que finalement, les entreprises, elles doivent aller vérifier leur communication, mais elles doivent aussi aller vérifier ce que font les distributeurs à l'international, puisque c'est ce qui va influencer directement l'image de cette entreprise. On a aussi tout ce qui est commentaires négatifs. Recommandations laissées par les internautes qui jouent également, qui a vraiment une grande place dans la détérioration de la réputation. Il y a certaines entreprises qui sont confrontées finalement à des critiques concernant les produits, concernant les services, parfois des malentendus liés à certaines publications. Je vous ai mis l'exemple sur la DIA d'une entreprise qui m'avait dit, moi je suis une entreprise belge et finalement, il y a un Français, je ne sais pas ce que j'ai pu lui faire, mais il n'arrête pas de venir mettre des commentaires négatifs sur mes réseaux, alors qu'en fait, je ne sais même pas s'il a déjà acheté chez moi, mais il n'arrête pas de venir mettre des commentaires négatifs sur mes réseaux et je ne sais pas comment faire pour me débarrasser de cette personne-là. Et donc ça posait problème. Donc, en plus de ces commentaires négatifs, en plus du fait que finalement l'information ne passe pas toujours par notre canal directement, on se rend compte qu'effectivement, il y a aussi un autre petit souci, c'est tout ce qui est lié à la langue et au contenu qui est publié. Quand on communique à l'international, finalement, on n'utilise pas toujours notre langue d'origine, on essaye souvent de travailler en anglais. Et donc, on peut remarquer qu'il y a des entreprises qui publient et en français chez nous et en anglais pour cibler justement une audience élargie. Alors, on a des entreprises qui nous disent, moi, je vérifie constamment l'orthographe, je vérifie constamment la tournure de phrase, etc. Ce qui est plus compliqué, c'est quand les clients répondent et que je dois répondre assez rapidement. Parfois, je fais des fautes, parfois, je me rends compte que ma tournure de phrase n'est pas bonne parce que j'ai peut-être pas su la vérifier. Et donc, l'entreprise nous disait, mais finalement, on se rend compte que ça prend énormément de temps de devoir répondre dans une autre langue qui n'est pas la nôtre. Et donc, il faut faire attention parce que parfois, mal gérer les réponses ou négliger certaines spécificités, certaines petites choses, certaines petites spécificités linguistiques ou culturelles, va pouvoir finalement nuire à cette crédibilité. Donc ça, c'est par rapport au risque réputationnel, c'est vraiment ce qui ressort de ces interviews, de ces contacts avec ces entreprises. Un deuxième risque qui a été identifié sur ces réseaux sociaux, c'est la divulgation d'informations. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Finalement, ces outils, donc ces outils digitaux, sont des plateformes sur lesquelles
les entreprises, elles vont pouvoir être facilement recopiées, puisqu'il n'y a pas vraiment d'outils pour pouvoir analyser qui nous observe, qui nous recopie finalement, à part faire des audits. Et donc, les entreprises nous disaient, finalement, on voit qu'il y a des entreprises qui nous copient. Et comment elles nous copient? En fait, elles regardent ce qu'on fait sur les réseaux sociaux et après, elles ressortent soit un produit identique, soit une communication qui est identique. Je vous ai mis un exemple sur la DIA, mais une entreprise me disait, voilà, j'ai pu clairement voir un cas d'espionnage industriel où un concurrent chinois, finalement, copiait systématiquement tous les nouveaux produits que je lançais, ou alors les communications que je lançais. Ils le font ouvertement. Comme ils sont dans un autre pays, finalement, il y a peu de sanctions, voire pas de sanctions du tout. Et donc, elle me disait, finalement, nous, on doit être très prudent dans la manière dont on communique et dans ce qu'on veut bien communiquer. Et donc, ici, on voit qu'en fait, les entreprises, elles doivent être prudentes face aux communications, finalement, qu'elles vont divulguer pour éviter de compromettre leur propre activité à elles. Euh, on voit aussi que révéler des informations sur des clients étrangers ou sur des projets, ça va finalement va mettre la puce à l'oreille aux concurrents pour leur dire, hey, attention, je ne sais pas si vous avez vu, mais nous, on a publié une photo qu'on était, je ne sais pas moi, à Barcelone. À Barcelone, on sait qu'il y a un grand potentiel client qui s'y trouve. Notre concurrent, finalement, il sait que si on est à Barcelone, c'est pour aller voir ce client-là. Et puis, il suffit d'y aller, de proposer une offre plus alléchante et on perd le client. Donc, en fait, parfois, mettre trop d'informations sur les réseaux sociaux, ça peut être finalement la porte ouverte à ce vol d'informations auprès des concurrents. Et puis, on voit aussi que, outre le vol des idées, on a également la propagation d'informations incorrectes. Hein. Comme Jean-Christophe le disait en introduisant, ce n'est pas toujours le dirigeant qui publie sur les réseaux sociaux, c'est parfois des employés, parfois des stagiaires, parfois des étudiants. Et parfois, certaines informations peuvent être divulguées alors qu'elles ne devaient pas y être. Certaines informations sont parfois publiées avec des erreurs de prix, des erreurs de distribution, des erreurs de com. Et donc, il faut faire très attention à justement ce qu'on va y afficher, puisque vous allez le remarquer par la suite, lors de cette présentation, la vitesse de propagation d'informations, elle est très, très, très rapide et on peut rarement faire machine arrière. Ensuite, le troisième risque qui a été identifié à force de travailler avec ces entreprises, c'est finalement tout ce qui est lié au risque réglementaire et principalement lié à la protection des données sur ces réseaux sociaux. Et donc, le RGPD, hein, que vous connaissez, qui est une réforme de l'Union européenne, finalement oblige les entreprises à collecter des informations sur des contacts uniquement si elles ont l'accord de ces contacts. Donc, ce n'est pas toujours évident, parce que nous, on a des entreprises qui nous disaient, avant cette réforme, avant 2018, on récoltait l'information sans se poser de questions, on gardait les contacts de nos clients, on gardait des contacts de potentiels clients, des clients qu'on avait pu voir en salon ou autre. Et puis, tout d'un coup, on nous sort cette fameuse réforme sur le RGPD et on nous demande finalement de demander l'autorisation à tous nos contacts de garder leurs informations. Ça pose vraiment problème, puisqu'il y a des entreprises qui me disaient, enfin, qui nous disaient, finalement, nous, on n'a pas pu répondre à cette réforme, parce qu'en fait, si on demande l'autorisation à tous nos contacts, sachant que tout le monde avait reçu cet email en même temps, clairement, on n'aura pas de réponse, et ça veut dire qu'on pourrait perdre 80% de notre base de données, et donc ça, c'est clairement pas possible, et donc on a énormément d'entreprises qui nous disaient, finalement, nous, on ne s'est pas mis à jour avec ce RGPD, on a gardé nos contacts, on essaye d'être prudent, mais c'est impossible pour nous de demander l'accord à tout le monde, on risquerait trop gros. Donc ça, c'est ces trois gros risques qui ont été, qui sont ressortis de ces différentes études avec ces dirigeants. Et puis finalement, comme on travaille avec des petites et moyennes entreprises, on se rend compte qu'en fait, il y a d'autres risques qui sont vraiment liés à ce type d'entreprise, donc à ces entreprises qui ont finalement peu de ressources, que ce soit financières, humaines ou autres, mais qui ont peu de ressources à accorder à cette utilisation d'outils digitaux. Finalement,
l'utilisation de ces outils ne pose pas problème que sur le point technologique, c'est avant tout un problème organisationnel. Qu'est-ce que je veux dire par organisationnel? Ben, les dirigeants, eux, ils nous parlent surtout de manque de temps, de manque de compétences et de manque de budget pour gérer correctement ces outils. Parce que ben, savoir les gérer, ok, mais savoir les gérer correctement, c'est tout autre chose. Le temps, c'est quelque chose qui ressort pour quasi tous les dirigeants. C'est le temps que l'entreprise peut accorder aux différents réseaux sociaux pour justement être visible à l'international. Ça, c'est vraiment considéré comme un risque très important, le temps qu'elle va pouvoir accorder à ces entreprises. On a souvent des entreprises qui travaillent seules, voire avec une équipe très restreinte, et du coup, elles n'ont pas le temps de gérer tout ça. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des entreprises qui créent des profils qui sont inactifs. On appelle ça des profils fantômes finalement. Elles créent leur profil pour dire d'être présentes sur Facebook, sur LinkedIn ou autre, et finalement, après, elles ne font plus rien. Elles ont juste leur page, une vitrine, et après, il ne se passe plus rien. Sauf que ça pose un peu souci parce que les réseaux sociaux, il y a quand même quelque chose de très important, c'est cette notion d'immédiateté. Et donc, cette notion d'immédiateté, si l'entreprise ne peut pas répondre rapidement aux questions, ne peut pas interagir rapidement avec les clients, les partenaires ou autres, ça ne répond finalement plus à ce à ce qui est proposé dans cet outil. Alors, ce qui pose aussi problème pour ces entreprises, c'est tout ce qui est lié au décalage horaire, puisque comme finalement, c'est des vitrines qui sont principalement utilisées dans nos domaines de recherche à nous pour l'international, le décalage horaire, c'est quelque chose qui est aussi un frein, puisque du coup, c'est un obstacle pour le caractère justement d'immédiateté des réseaux sociaux. Et donc, on a des entreprises qui nous disent, voilà, nous, on a créé une page pour être présent sur les marchés américains, mais finalement, on n'a pas le temps de s'en occuper. Donc, on a un profil qui est fantôme, on a un profil qui est inactif, et donc ça ne va pas. Clairement, ça ne va pas. Un autre risque qui a été observé, c'est le risque lié aux ressources humaines, aux compétences, à la complexité de ces outils, parce qu'effectivement, tous les réseaux ne fonctionnent pas de la même façon. Ils ont tous leur code, ils ont tous leur typologie à utiliser, leur nombre de mots à utiliser. C'est vraiment, chaque réseau a une manière de communiquer qui est différente. Et le pire, c'est que tous les pays n'utilisent pas les réseaux de la même façon. Et donc, il faut aussi pouvoir comprendre qui est mon marché cible, comment du coup je vais communiquer avec ce marché cible et du coup, quel réseau est-ce que je dois utiliser? Est-ce que peut-être que dans un pays, ce réseau-là est plutôt un réseau de masse, un réseau que je vais utiliser pour communiquer de manière très générale, alors que peut-être que dans un autre pays, je devrais plutôt utiliser un réseau professionnel pour pouvoir toucher tel ou tel partenaire. Donc ça, je dois aussi travailler là-dessus. Mais finalement, ce qui est lié aux ressources humaines, ce qui nous a aussi étonnés, c'est qu'en fait, il n'y a pas que la complexité liée aux réseaux sociaux qui sont apparus, mais aussi tout ce qui est lié à la sphère privée. Alors, qu'est-ce que je veux dire par la sphère privée? En fait, on se rend compte que la sphère privée des individus peut parfois aussi intervenir dans l'utilisation des réseaux sociaux. En fait, on a une entreprise qui nous disait avoir eu un gros souci, c'est que elle avait une employée qui s'était séparée de son conjoint. Et en fait, le conjoint avait décidé de venir publier des avis négatifs sur les employés, sur le patron, sur les produits qui étaient mis en vente dans l'entreprise. Et donc finalement, cet ex-conjoint venait finalement détériorer l'image de l'entreprise sur les réseaux sociaux uniquement parce qu'ils s'étaient séparés d'une employée. Et donc, on se rendait compte que finalement, il n'y a pas que ce qui est lié au monde professionnel, mais il y a aussi la sphère privée qui vient interagir dans cette utilisation de ces réseaux. Ça posait aussi problème. Et puis, finalement, on ne peut pas parler des ressources sans finalement parler de ces ressources financières. Puisque habituellement, quand on parle de réseaux sociaux, voilà, c'est des outils qui sont utilisés principalement par les PME parce que c'est des outils qui sont à moindre coût. Sauf qu'en fait, on se rend compte que pour une bonne utilisation de ces outils, le budget, il est quand même, il y a quand même un sacré budget qui doit être octroyé. Et donc, dans des entreprises qui nous disaient, finalement, LinkedIn, c'est déjà cher au niveau national. Mais alors, si je veux savoir l'utiliser à l'international, c'est encore plus compliqué financièrement pour l'entreprise.
Donc finalement, outre ces outils réputationnels liés aux divulgations d'informations, liés à tout ce qui est réglementaire, on se rend compte qu'il y a des outils qui sont bien appropriés finalement. On a des risques pardon, qui sont bien appropriés pour les PME. Ce sont surtout les risques qui sont liés aux ressources et donc les ressources de temps, les ressources liées aux ressources humaines et tout ce qui est lié aux ressources financières. C'est quelque chose qui ressort principalement de nos contacts qu'on a avec les entreprises. Alors, vous allez me dire, bah oui, effectivement, ce sont des risques qui sont importants pour les PME, mais finalement, ce sont des risques qui peuvent aussi être liés sur le marché domestique. Mais on se rend compte finalement qu'il y a des risques qui sont bien plus importants sur le marché international. C'est tout ce qui est lié à la culture. Donc, devoir faire attention finalement aux références culturelles, être sûr que ce qu'on va publier ne va pas avoir un impact négatif dans un autre pays. Et donc, il y a certains risques qui prennent parfois une ampleur beaucoup plus importante dans un contexte international. On a une entreprise qui nous disait, voilà, on a voulu faire de l'humour dans un poste pour l'Italie et en fait, finalement, ça a été perçu comme offensant. Et donc, on a eu des réactions qui étaient assez négatives. Et finalement, c'est parce que l'entreprise gérait mal les différences culturelles qu'elle n'a pas remarqué finalement que ça allait être offensant pour un public italien. Faire attention aussi, c'est tout ce qui est lié aux différences réglementaires. On a une entreprise qui nous expliquait qu'elle avait publié pendant la période Covid, finalement, une communication sur laquelle elle avait mis une image avec une seringue. Et en fait, ça a été très, très, très mal perçu parce que dans les différences culturelles, finalement, on peut remarquer qu'en Suisse, l'image de la seringue, c'est quelque chose de très anxiogène, c'est quelque chose de très intrusif. Ça fait penser à la maladie, ça fait penser à quelque chose de très grave. Or, leur domaine d'activité, c'était pas lié au médical. Et donc, ça a été très mal perçu. Ils ont dû faire marche arrière, supprimer cette communication et en fait devoir réadapter quelque chose assez rapidement pour pouvoir ne pas perdre les clients qui ont mal interprété cette information. Et puis, quand on travaille à l'international, il y a aussi la perception qui est différente de tout ce qui est enjeu écologique, social, gouvernemental, etc. Et donc ça, c'est aussi à prendre en compte, c'est que tous les pays n'ont pas les mêmes normes ESG. Et donc, pour certains pays, communiquer sur des packagings qui sont biodégradables ou des petites stratégies un peu plus vertes peuvent être perçues comme du greenwashing. Et donc, il faut faire assez attention quand on communique et faire attention finalement de ne pas paraître soit offensant, soit se faire passer finalement pour des entreprises qui mentent ou qui essayent de se faire mieux voir. Alors, pourquoi tout à l'heure je vous parlais de perception? Parce qu'en fait, à force de travailler avec les dirigeants, on s'est rendu compte que la perception des risques varie en fonction du profil numérique des dirigeants. Alors, qu'est-ce que je veux dire par profil numérique des dirigeants? Eh bien, en fait, on s'est rendu compte que les entreprises du digital, donc les entreprises qui travaillent dans le digital, anticipent beaucoup mieux les risques réputationnels, alors que les autres, elles se concentrent plus sur les ressources. Et donc, quand on parlait avec eux, finalement, on se rend compte que les entreprises qui sont dans le digital nous disent, ah, mais attention, le risque le plus important pour nous, c'est le risque lié à la réputation. C'est ça pour nous le plus important, c'est notre image à l'international. Alors que les autres entreprises, qui elles ne sont pas des entreprises liées au digital, nous disaient, mais nous, c'est plutôt si on a le temps, on communique. Si on a les moyens, on communique. La réputation ne venait pas directement, c'était pas quelque chose d'instantané. Et donc finalement, on se rendait compte qu'il y avait un séquençage des risques qui était différent en fonction du profil du dirigeant et du profil numérique du dirigeant. Si la personne avait un domaine d'activité qui était plus lié au numérique, en fonction de l'âge aussi du dirigeant, comme Jean-Christophe le disait tout au début, on n'a pas la même utilisation et on n'a pas finalement la même perception. Et donc, on s'est rendu compte que l'ordre de perception des risques n'était pas du tout le même et n'était pas finalement toujours lié au niveau de maturité digitale de l'entreprise. Alors, on en a finalement sorti une typologie dans nos résultats de l'utilisation de ces risques, des risques de l'utilisation de ces réseaux sociaux. Le risque réputationnel,
qui, comme vous avez pu le constater, est un risque finalement qui est très important, parce qu'on en a parlé, hein, les commentaires négatifs, les crises d'image, les malentendus culturels lorsque les messages sont mal interprétés ou n'ont pas la même signification dans les différents pays. On a les risques liés au contenu publié par les entreprises, hein, lorsque l'entreprise publie de l'information qui ne doit pas s'y trouver, l'information par rapport aux produits, à l'innovation, des informations qui ne doivent pas s'y trouver, qui peuvent facilement être recopiées ou qui peuvent facilement être volées. Et puis, clairement, le risque lié aux ressources humaines, financières humaines, financières et la ressource du temps qui finalement implique des nouvelles vulnérabilités pour les entreprises qu'il va falloir du coup apprendre à gérer. Puisque comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui change avec les réseaux sociaux, c'est pas uniquement la visibilité, c'est surtout la vitesse à laquelle une crise va pouvoir se propager. On va divulguer une mauvaise information, on va diffuser quelque chose qui va être perçu comme négatif. On va directement avoir des commentaires négatifs, on va avoir des partages. Dans les 2 heures, on peut avoir énormément de partages. Dans les 6 heures, on va retrouver des articles de presse qui vont parler de ça. Et dans les 24 heures, clairement, la crise est déclenchée et un risque qui était du coup mal anticipé par l'entreprise va devenir une crise. Et ça va être du coup des problèmes qui seront beaucoup plus gros et beaucoup plus impactants pour l'entreprise. Ce qui va du coup déboucher sur la communication de crise, donc comment l'entreprise va pouvoir communiquer correctement en cas de crise. Et donc, je vais laisser la parole à ma collègue Aline pour continuer à vous parler de cela. Très bien, merci Elodie. On se retrouve pour la séance des questions-réponses. Ah, mais je vais encore parler après, Jean-Christophe. Tu ne vas pas te débarrasser de moi comme ça. Okay, je n'avais pas l'intention, pas de problème. Aline, à toi de prendre la parole tout de suite. D'accord, merci beaucoup. Alors, dans un tel contexte de crise, on décide plusieurs possibilités de crise qu'on peut avoir, d'après ce que nous a expliqué un peu Elodie. La communication, elle va devenir justement quelque chose d'essentiel et elle aura 3 fonctions majeures. Donc déjà, celle de la protection, notamment en ce qui concerne l'intégrité des individus, bien sûr, réagir rapidement face aux événements. On va avoir aussi cette fonction d'ajustement, donc pour essayer de gérer l'incertitude de la situation dans son ensemble, et celle de la réputation, bien sûr, qui va essayer de préserver le mieux possible l'image de l'entreprise. Mais c'est à partir justement de ces 3 fonctions qu'on va définir les modalités de réponse, c'est-à-dire quel est le discours et quelles sont les actions qu'on va utiliser qui sont adaptées à la perception du risque. Elodie avait déjà remarqué tout à l'heure l'importance de ce mot, la perception. Ça vaut pour les réseaux sociaux d'une manière générale, donc pour toute l'utilisation de ces outils de communication, et surtout dans le contexte de crise. Donc le mot perception de crise est très important parce qu'on va avoir dans certains moments, dans un contexte de crise, la notion de perception, elle est très importante car parfois la perception du risque, elle est plus difficile à gérer que le risque en soi. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'on va avoir en termes de situation, en termes à gérer. Et donc, pour cela, on va avoir des stratégies rhétoriques pour limiter ces impacts négatifs. On va essayer de répondre, en fait, l'activité le plus rapidement possible, bien sûr, en ayant avec un minimum de conséquences négatives. Alors, en ce qui concerne ces stratégies, je vais demander à Elodie, s'il te plaît, de passer au prochain slide. On va justement parler de ces stratégies de communication. Alors, elles vont tourner autour d'un objectif principal, c'est-à-dire préserver la réputation de l'entreprise. Donc, on peut passer par le déni, par exemple. Et là, on va tout simplement rejeter la responsabilité liée à une crise. On a des exemples très connus comme Volkswagen il y a quelques années, qui a nié toute manipulation intentionnelle de ses moteurs lorsque le scandale de Dieselgate il a éclaté en 2015. Donc, je pense qu'on se souvient tous de tout ce qui s'est passé autour de Volkswagen à ce moment-là.
On peut essayer de minimiser la situation. On va essayer de faire en sorte que la situation ne soit pas vraiment perçue toujours comme étant aussi grave. Et là, on a un exemple classique et assez, on peut même dire un petit peu ridicule, que c'est celui du PDG de British Petroleum il y a quelques années. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la marée noire qui a eu lieu au Golfe du Mexique en 2010. Et qui a dit, justement, le PDG a dit que la quantité de pétrole renversée, elle était relativement petite par rapport au volume de l'océan. Genre, voilà, c'est qu'une petite tache dans un océan grand comme le nôtre, donc a priori, c'est pas très grave. Ce qu'on sait tous que c'est pas tout à fait le cas. Le PDG, il a été limogé d'ailleurs, hein, c'est pas vraiment une surprise. On peut encore essayer de valoriser le passé positif de l'entreprise, pourvu qu'il existe, bien sûr. Mais c'est un peu ce qu'a essayé de faire Facebook Meta en 2022, car l'entreprise elle a essayé de jouer justement sur son rôle dans les échanges sociaux, son importance pour le business, etc. Au moment où un donneur d'alerte a mis en évidence les stratégies de l'entreprise pour rendre Instagram addictif. Donc, elle a essayé de jouer un peu, voilà, oui, peut-être qu'on a fait quelque chose que ça se fait pas, mais rappelez-vous, on est quand même une entreprise qui est là depuis un moment, on a quand même apporté des bénéfices à la société. Donc, on va essayer de jouer sur ces rôles-là, sur les souvenirs, les bons souvenirs de nos parties prenantes. Ou finalement, on a encore la possibilité d'affronter de manière directe, voilà, demander des excuses, essayer de compenser l'impact de la crise sur les parties prenantes, comme a fait par exemple Delta Airlines en 2024, qui s'est excusé publiquement à rembourser tous ses clients affectés, qui ont été affectés par un problème informatique à ce moment-là, qui a annulé des milliers de vols. Donc, vous imaginez pour une entreprise la taille de Delta Airlines qui a des milliers de vols annulés et qui rembourse tout le monde. Voilà, parfois, c'est juste peut-être l'entreprise aimerait faire autrement, mais dans ce cas-là, aurait aimé faire autrement, mais dans ce cas-là, voilà, tout ce qu'on peut faire, c'est demander des excuses et payer l'addition. Et finalement, ce qui est important de dire déjà par rapport à ces stratégies qu'on a, on a quelques exemples, on va trouver d'autres dans la littérature, et que chacune de ces stratégies-là, elles vont avoir bien sûr des risques. On ne va pas être peu importe voilà, les stratégies qu'on choisit, on ne va pas nécessairement être à l'abri de n'importe de problèmes, de backlash, on va dire, de retour, d'un feedback négatif, etc. Donc, ça peut arriver. Donc, par rapport à chacune de ces stratégies, ce qu'on peut dire globalement, c'est déjà faire une analyse claire, mais très rapide, on est d'accord, au moment de les mettre en place et surtout ne pas être en silence. Ça, c'est sûr que c'est les stratégies la plus matière douteuse qu'on pourrait choisir. Élodie, est-ce que je pourrais te demander de passer les slides, s'il te plaît? Alors, dans le cadre de notre étude, le premier constat que nous avons observé par rapport à ces différentes stratégies et ces différentes manières de gérer la crise, c'est que la crise, elle reste quand même un révélateur organisationnel. Donc, elle va nous montrer ce qui se passe dans l'entreprise. Et dans ce cas-là, beaucoup de PME nous ont dit qu'ils n'avaient rien préparé pour la crise et qu'ils ont fait un peu comme ils avaient pu lorsque celle-ci, elle a éclaté. Donc, en réalité, c'est assez logique parce que dans une PME, on est concentré sur l'opérationnel. On va produire, on va vendre, on va livrer, on va gérer les équipes. Et la gestion des crises, elle n'est généralement pas vraiment une priorité tant que la crise, elle n'est pas là. Donc, ce problème-là, c'est que lorsqu'une crise arrive, pandémie, que ce soit la rupture d'approvisionnement, que ce soit le bed bus, peu importe, les décisions elles doivent être prises extrêmement vite, comme on a vu tout à l'heure. Et quand on n'est pas préparé, les décisions elles reportent uniquement sur l'improvisation du dirigeant. Et là, normalement, on a un souci. Et ça nous montre deux choses. Donc déjà, que les PME, elles ont une forte capacité d'adaptation. Et d'ailleurs, parfois beaucoup plus importante, cette capacité d'adaptation que les grandes multinationales qui, a priori, seraient censées mieux gérer ou plus facilement gérer ces événements. Mais ce qu'on sait surtout par rapport aux PME, c'est qu'elles sont souvent très peu préparées de façon formelle. Donc, on n'a pas vraiment
une formation dans la gestion de crise, on n'a pas une cellule de crise formée, on n'a pas des rôles définis, etc. Et voilà, par rapport à ça, on ne va pas croire que la préparation à une crise est un luxe réservé aux grandes entreprises qui ont beaucoup de ressources à y mettre. Bien sûr, les ressources, elles aident beaucoup, mais c'est quand même quelque chose qui ne ressort pas uniquement des questions de ressources, mais une question de stratégie, une question de se positionner et créer former cette sorte d'assurance organisationnelle pour l'avenir, pour les événements qui pourraient éventuellement se passer avec l'entreprise. Notre constat numéro 2, donc le prochain slide, bien sûr. Merci, Elodie. Ça nous fait penser justement à la place du digital. Donc, avant la pandémie, c'était le marque temporel, bien sûr, de notre étude. Dans beaucoup de PME, les réseaux sociaux, ou même leur site web, en fait, ils étaient perçus comme des outils marketing un peu secondaires. Alors qu'on a vu tous que pendant la crise, ces outils sont devenus absolument centraux, non seulement pour ces entreprises PME, mais pour toutes les entreprises, et même pour nous en tant que, voilà, d'un point de vue personnel, on a tous compris l'importance de ces outils-là pendant la pandémie. Alors, déjà, pourquoi est-ce que ces outils ont pris un rôle central, pardon, c'est parce que déjà, on avait besoin de communiquer très rapidement. On avait besoin de communiquer très rapidement avec nos clients, avec leurs partenaires, avec nos employés même, en tant que PME, pour expliquer ce que s'est passé, pour parler des différentes difficultés que les entreprises faisaient face à ces moments-là, donc les fermetures temporaires, les retards de livraison, etc. Et ce qui est intéressant dans ce contexte, en fait, c'est que la communication digitale, elle n'est plus du marketing, là. Elle devient vraiment un outil stratégique de gestion de crise et auquel les entreprises, les PME et d'autres entreprises aussi, pendant la pandémie, soit elles ont appris à utiliser, soit elles ont appris à l'importance de ces outils-là. Et justement, ils ont, si vous voulez, accaparé en fait de cet outil de gestion organisationnelle. Donc, ce n'était pas uniquement un outil promotionnel, comme c'était le cas avant. C'était vraiment un outil de gestion de l'organisation qui était vital à ce moment pour la survie même de ces organisations-là. Pour les sites web, par exemple, dans beaucoup d'entreprises, ça est devenu la source officielle d'information. C'était là où l'entreprise allait publier des informations voilà, les informations principales liées à leurs activités, donc les mesures prises en ce qui concernait le Covid, les changements opérationnels, les informations pour les clients, alors que les réseaux, ils jouaient plus un rôle de relais d'information et humaniser cette communication-là. Donc, être d'une certaine manière plus proche de leurs clients, de leurs interlocuteurs. Par exemple, il y a une PME qui nous a expliqué qu'elle publiait les informations officielles sur le site web et puis elle utilisait Facebook ou LinkedIn pour les partager et pour répondre aux commentaires, pour discuter, pour voilà, prendre cette face, ce visage plus humain, si vous voulez, par rapport à ses clients et à ses employés, alors que justement, le côté humain, c'est celui qui manquait, je pense, le plus à tous à un niveau plus personnel. Donc, il y a justement cette logique de complémentarité entre ces différents canaux de communication. Notre troisième constat, c'était justement, malgré cette complémentarité, surtout en fonction de ces complémentarités, c'était la différenciation des canaux. Donc, la manière dont les entreprises utilisaient les différents canaux pour différents publics. Donc déjà, on a vu que chaque réseau va jouer un rôle spécifique. Donc, les réseaux sociaux qui vont permettre d'être réactifs et proches des clients, les sites web qui vont donner de la crédibilité, de la stabilité, et les emails justement qui permettent de communiquer directement avec les clients, le partenaire. On a par exemple une PME qui nous a expliqué qu'elle communiquait publiquement sur son site et sur LinkedIn, mais pour les clients stratégiques, la communication se faisait directement par email, donc de façon très personnalisée. Ce qui a fait que les liens ont été renforcés
parce que surtout, il faut savoir qu'une crise, elle se gère pas avec un seul message. C'est pas juste avec un communiqué de presse qu'on va régler tout ce qui se passe. C'est ça pour n'importe quel type de situation. Euh, mais c'est justement par cette communication dans le temps, de façon la plus proche possible de ces parties prenantes, des parties prenantes de la crise, qui va nous permettre d'utiliser cette communication de crise qui doit être multicanale et stratégique à la fois. Ok, je me permets juste, on ne voit plus les slides en plein écran. Si Elodie, tu peux le remettre en plein écran. Vous voyez quoi? On le voit, moi je le vois en toute petite image et je vois Ah, tiens. les participants. Moi, je les vois en grand écran encore. Il n'y a pas de problème. Alors continue. Non, oui, moi je vois aussi. Donc, peut-être il y a d'autres personnes qui ont ce souci. Sylvia, est-ce que tu vois un grand écran? Un grand écran, ouais. Ok, Ok, parce que comme j'ai rien Moi, ça va changé, très bien. parfait. Aline, on te laisse terminer? D'accord, Voilà, merci. Donc, on passe à notre constat numéro 4, justement, le quatrième constat, qui concerne l'apprentissage post-crise. Ça, c'est notre observation très importante qui est un sujet discuté par la littérature en gestion de crise, justement, et communication de crise depuis un longtemps. C'est la notion d'apprendre avec les crises. Donc là, parce que chaque canal, elle va... pour vous donner une idée, par exemple, attendez, je me suis perdue. Ouais, voilà. Le dernier constat, justement, celui-là. Donc, le fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui apprennent après la crise. Et pourquoi est-ce que c'est important? Justement, parce que la crise, elle va générer énormément d'informations et de décisions. Et plus on a la possibilité de documenter, de sauvegarder, d'étudier à froid, c'est-à-dire a priori, toutes ces actions, toutes ces informations, tout ce qui a été fait, ça nous permet d'apprendre justement et se préparer, mieux se préparer pour la prochaine crise. Et donc, cette résilience, si vous voulez, organisationnelle, elle va reposer justement sur cette capacité de l'entreprise de capitaliser sur cette expérience, d'effectivement se dire, la crise, elle finit pas au moment où le feu est éteint, ou quand les rumeurs, ils ont fini, ou quoi que ce soit. C'est vraiment parce que la crise est finie à partir du moment où on s'arrête. OK, tout est, entre guillemets, fini. Maintenant, le plus gros le plus compliqué est fini. Maintenant, on va s'arrêter sur ce qui s'est passé et on va essayer d'en apprendre avec. Et justement, cet apprentissage il va se construire justement pendant, non pas pendant la crise, mais suite à cela. Alors, en parlant justement donc, si tu peux passer au prochain slide, s'il te plaît, on va, Elodie, on va justement passer, avoir cette notion de capitalisation qui est très importante. Donc, on va s'interroger, par exemple, on a eu on va s'interroger justement sur les différents aspects qu'on a vécu pendant cette crise et on va essayer de gérer cela de la meilleure manière possible, essayer d'apprendre avec ces aspects tout en archivant ces éléments qui ont été échangés en termes de gestion de crise. Et ça, surtout pour ne pas repartir de zéro lors de la prochaine. On a un dirigeant, par exemple, qui nous a dit, voilà, la prochaine fois qu'une crise arrivera, je saurai déjà quoi dire et quoi faire. C'est exactement le cas, en fait. C'est d'avoir une sorte de créer son propre manuel adapté à sa taille et à ses activités. Donc, à partir Aline, de ces... je te coupe juste 2 secondes pour Jean-Christophe, on est toujours bon au niveau du timing. Est-ce qu'on a le temps de présenter notre outil qu'on a développé pour les entreprises? Il faudrait boucler en 4 minutes, à peu près 4-5 minutes, et on se garderait un petit quart d'heure après de questions. Ok, donc en fait, je ne sais pas, est-ce que vous préférez qu'on présente l'outil ou est-ce qu'on donne l'outil par la suite aux dirigeants ou Je pense qu'il faut le présenter rapidement, les grandes lignes de l'outil, c'est intéressant. Parfait. Donc, Alors, Aline, je te laisse, oui. D'accord, je vais essayer d'aller plus rapidement alors. Donc, pour cette checklist-là qu'on va proposer, on a 4 séquences d'aspects à prendre en compte. Donc, déjà, 4 dimensions qui, l'idée, c'est de voir
l'anticipation. Donc, c'est un peu ça. Donc, essayer de imaginer d'anticiper les types de crises possibles auxquelles notre entreprise et dont notre cadre peut faire face. Et l'idée, c'est de se poser des questions, genre quels sont les risques principaux pour mon entreprise, quelles sont les parties prenantes qui seront impactées, quels sont les marchés qui seraient les plus sensibles. Et même, par exemple, si on prend une PME exportatrice, quel est l'impact que ça peut avoir en fonction du contexte culturel dans lequel je me trouve, etc. Donc, c'est vraiment d'essayer d'anticiper et d'avoir une idée plus claire possible de ce qui pourrait nous attendre. Un autre aspect, ça concerne l'organisation interne de cette crise, c'est-à-dire, ce serait le prochain slide du coup, ici, une question, elle est très simple, qui parle quand une crise arrive? Donc, d'avoir un porte-parole. Et pour cela, ça implique développer ou identifier des rôles, développer une sorte de cellule de crise, même si toute petite. Déjà, si on a un responsable de communication de crise, si on a quelqu'un qui va occuper de la communication, de la définition des stratégies, déjà, ça donne déjà comment dire, un cadre plus formaté, si vous voulez, pour voilà, une éventuelle crise qui pourrait apparaître, sans compter que ça renforce justement la crédibilité externe de l'entreprise, parce qu'on va avoir, justement, on va montrer qu'on est préparé et effectivement, si jamais il y a quelque chose qui se passe, on serait prêt. La troisième dimension, alors, concerne les canaux de communication. Donc, de définir déjà quels sont les canaux qui vont être utilisés, les premiers points de contact avec les clients, comment est-ce que, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on va, est-ce que ces canaux-là, ils sont prêts à communiquer rapidement en cas de crise? Donc, se poser ces questions-là, parce que le message clé dans cette idée, c'est qu'un réseau social, s'il n'est pas activé avant la crise, il ne devient pas efficace pendant la crise. C'est quelque chose qui doit se travailler dans le temps. Et c'est un peu l'exemple que je vais vous donner tout à l'heure, quand on utilise notre passé pour essayer de mieux gérer la situation, une stratégie de communication pour montrer, voilà, vous nous connaissez, vous savez qu'on est là avec vous toujours, donc on va garder ce canal de communication qu'on a et qu'on peut échanger en confiance pour gérer ces situations qui maintenant se présentent. Et finalement, on a la partie 4, donc cette quatrième dimension qui concerne l'apprentissage organisationnel qu'on a déjà évoqué tout à l'heure et qui passe justement par une formation, effectivement. Cette formation qui peut être une simulation de crise, qui peut être une formation tout court, vraiment pour ses employés, pour ses salariés, pour les personnes qui travaillent avec l'entreprise. Peut-être un débriefing bien structuré suite à un retour d'expérience, justement, suite à la crise, car l'idée ici, c'est de créer cette résilience organisationnelle et savoir qu'une entreprise, elle devient résiliente, justement, lorsqu'elle apprend de ces événements, de ces expériences. Bon, voilà, je repasse la parole à Élodie et je vous remercie pour votre écoute. Ok, donc je vais conclure pour avoir un peu de temps pour laisser la place aux questions-réponses. Mais donc, les erreurs qu'on a fréquemment observées quand on a travaillé avec nos dirigeants, c'est le fait qu'ils se sont rendus compte qu'ils communiquaient beaucoup trop tard pendant ces périodes de crise. Le fait de tout dire sur un seul canal ou de partager la même information sur tous les canaux. Le fait de traiter la crise uniquement de manière technique et factuelle et donc ignorer l'humain parce qu'il faut bien garder en tête qu'une crise, dans une crise, il y a aussi les émotions qui jouent un rôle très important. Et donc, le public, il attend quoi? Il attend de l'empathie, il attend de la compréhension, il attend parfois des excuses. Et puis, une grosse erreur, c'est de croire que tout est fini après la crise et qu'on passe à autre chose. Si la dia veut bien avancer. OK. Donc voilà, du coup, s'il y a bien quelque chose à retenir, c'est le fait que la résilience, elle ne se construit pas pendant la crise, elle se construit avant la crise avec l'anticipation et après la crise grâce à l'apprentissage de tout ça.
Donc voilà, je propose à Jean-Christophe peut-être de mettre à disposition les DIA aux différentes personnes présentes, puisque effectivement, on a créé une checklist à disposition des dirigeants. Donc, si vous voulez voir un peu où vous en êtes au niveau de votre gestion de crise, par rapport à cette utilisation des réseaux sociaux, on peut vous transmettre cette checklist avec la méthode de calcul pour voir un peu pour pouvoir vous situer et pouvoir prendre des actions, des bonnes actions. Et je ne sais pas si Jean-Christophe a l'habitude de distribuer nos diapositives, mais en tout cas pour nous, il n'y a pas de souci, elles peuvent être distribuées sans problème. Super, merci beaucoup. Effectivement, j'ai vu l'outil de diagnostic et de scoring en fait du niveau de préparation. Je pense qu'il est intéressant à connaître. Donc, merci pour le partage. Alors, je sais que si je ne me trompe pas, vous avez cours dans peu de temps. Je sais que ce webinaire est donné ce masterclass entre deux cours pour vous. Donc, on va être efficace maintenant pour les questions. Pendant que les premières questions viennent, soit en levant la main, soit par écrit. Je voudrais juste rebondir sur quelque chose que vous avez dit. C'est toi, Élodie, en première partie, sur la divulgation d'informations. Oui. En fait, les réseaux, c'est fait pour montrer. Il faut montrer un peu, mais il ne faut pas trop montrer. Ça m'a rappelé ce qu'un exportateur m'avait dit une fois. Sur un salon, il était dans de la faïence. Sur un salon, on expose notre nouveau modèle. Avant la fin du salon, un concurrent turc nous a copié et présente déjà des échantillons. C'est-à-dire qu'il a pris photo, il a envoyé, il a fait facturer dans le lab, il a fait fabriquer dans le laboratoire et il met les prototypes. Ben là, si on ne fait pas attention, on a ce phénomène en continu où on peut potentiellement publier tous les jours. Exactement. Mais en même temps, Exactement. on doit donner envie, on doit montrer qu'on innove. Donc, le curseur n'est pas facile à placer. Il faut montrer, mais pas montrer trop. Est-ce que tu as des choses à dire là-dessus, Élodie? Effectivement, donc le vol des données, finalement, il est un peu partout, mais comme on le disait, sur les réseaux sociaux, finalement, c'est encore plus rapide. Et donc, ce qui est compliqué justement pour les entreprises, c'est de faire la balance entre ce qu'on peut mettre en avant, ce qu'on doit faire attention, ce qu'on ne peut pas mettre sur les réseaux sociaux, puisqu'effectivement, c'est public. Et donc, une fois que c'est publié, on ne peut plus revenir en arrière et on sait bien que nos concurrents sont présents sur nos réseaux. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose à faire attention, c'est de savoir exactement ce qu'on peut publier. Et c'est pour ça que finalement, l'anticipation de la crise ou l'anticipation de la gestion de la stratégie sur ces outils est importante, puisque c'est justement grâce à la gestion de cette stratégie qu'on va pouvoir savoir exactement ce qu'on peut faire et qu'on va pouvoir surtout partager l'information aux différentes personnes qui auront accès à ces différents outils, que ce soit stagiaires, étudiants ou autres employés. Tout le monde doit savoir exactement ce qu'on peut faire et ce qu'on ne doit surtout pas faire. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, c'est en fait finalement de connaître la balance entre les deux. Ok, merci. J'avais une autre question que je vais combiner avec celle de Sabine Pennerou, qui dit qu'effectivement, le digital est aujourd'hui un enjeu stratégique. Dans un environnement où les crises peuvent se propager très vite, les organisations doivent-elles intégrer une logique permanente de gestion de crise dans leur communication, notamment lorsqu'elles opèrent sur des marchés aux sensibilités culturelles différentes? Donc, en fait, doivent-elles avoir en permanence cette idée de désamorcer et d'être prêt à désamorcer des crises? Je voudrais compléter cette question par: peuvent-elles se faire conseiller pour cela? On sait qu'il y a l'audit export, le classique en prestation intellectuelle externe. Est-ce que vous avez vu passer aussi des audits d'approche digitale et de préparation à la gestion de crise digitale? Alors, je me permets de prendre la parole en premier et je laisserai la parole à Aline. Donc, moi, je vais surtout vous parler par rapport à nous. Donc, nous, sur le marché belge, en tout cas, on a des organisations comme l'AWEX, par exemple, qui est l'Agence wallonne à l'exportation, qui forme en fait les entreprises à travailler à l'international et qui, du coup, propose aux entreprises cette gestion, finalement, cette gestion de crise, comment on utilise les réseaux, etc. Donc, on a, en tout cas sur notre marché, on a des organisations qui sont là pour les entreprises de notre marché belge. Mais effectivement, à force de travailler avec les entreprises, on s'est rendu compte qu'elles n'avaient pas toujours le temps de suivre ces formations et qu'elles ne connaissaient pas toujours tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de créer une checklist. Alors, c'est une petite checklist avec les 4 dimensions qu'Aline vous a présentées. Mais si l'entreprise peut déjà regarder les 4 dimensions et dans chaque dimension, il y a différentes sous-questions, si finalement on se rend compte que l'entreprise a majoritairement des noms ou des
partiellement, ben, on se rend compte qu'en fait, finalement, l'entreprise, elle n'est pas prête pour communiquer efficacement en cas de crise sur les réseaux. Et donc, du coup, à ce moment-là, il y a quelque chose à faire au niveau de la stratégie. Il y a quelque chose à travailler en amont au niveau de la stratégie. Alors, je ne sais pas si Aline, tu as quelque chose à rajouter. Pardon. Oui. Oui, oui, effectivement. Déjà, il y a ces différentes organismes qui aident les entreprises, mais sans doute, ça fait partie ça rentre en fait dans une logique de veille stratégique. En fait. Aussi bien qu'en tant qu'entreprise, on a une veille stratégique sur ce qui se passe sur le marché en termes de produits, d'innovation, etc. L'idéal, c'est de faire pareil en ce qui concerne les crises. C'est-à-dire de pouvoir se préparer, voire créer des scénarios pour éventuellement, en identifiant bien sûr les risques auxquels l'entreprise elle est exposée. Et c'est vrai que là, juste pour faire référence à la question qui a été écrite, euh, lorsqu'on inclut les facteurs culturels, là, ça rend les choses encore plus intéressantes, si on peut dire comme ça. Parce que c'est là qu'il y a certains aspects, certains sujets qu'on ne va pas traiter de la même façon, notamment en ce qui concerne la communication. Elodie a parlé justement des exemples en Italie, en Suisse. C'est-à-dire que le discours, il doit être vraiment différent, il doit être spécifique pour les différents cibles, les différents contextes culturels dans lesquels on évolue. Exact. Je ne sais pas si on a répondu à la question. Je vois qu'il y a une question de Nicolas dans le chat sur les outils juridiques. Du coup, finalement, est-ce qu'elles sont efficaces pour lutter contre les campagnes de diffamation? Donc, en tout cas, en Belgique et dans beaucoup de pays européens, la diffamation, finalement, c'est une infraction qui est pénale. Et donc, voilà, il y a des actions juridiques qui sont là. Maintenant, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que malgré tout ça, il y a quand même des obstacles. C'est déjà la viralité de l'information, hein. Une campagne de diffamation, elle peut se diffuser très rapidement, hein, avec des partages, des captures d'écran, des republications, etc. Et puis, sur Internet, et surtout sur les réseaux sociaux, l'anonymat, c'est quand même quelque chose qui est très présent. Et donc, il faut pouvoir retrouver la personne, il faut pouvoir retrouver qui sont derrière les comptes, qui sont localisés à l'étranger, identifier qui est l'auteur. C'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Et puis, est-ce que finalement le contenu que nous, on a publié, est-ce que dans un autre pays, c'est autorisé, c'est pas autorisé? Enfin, voilà, c'est quand même quelque chose qui est compliqué. Donc finalement, oui, elles sont efficaces, mais ça peut parfois prendre des mois, voire des années, avant d'avoir finalement quelque chose qui pourrait enfin, nous aider en tant que nous, entreprises à qui on a volé des informations. On va rappeler ce que disait Mark Twain. Il disait que la calomnie a fait le tour de la Terre 3 fois, alors que la vérité n'a pas encore mis ses chaussures. Exactement. Exactement. Sylvia, tu as levé la main. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour votre intervention très intéressante. J'ai deux petites questions. En fait, la première concerne le point que vous avez mentionné concernant les entreprises qui délèguent la gestion des réseaux sociaux à des distributeurs, hein. C'est une vraie problématique qui est très fréquente, hein, notamment dans le B2B2C. Et qui a aussi un coût financier important parce que dans cette configuration, le distributeur, il garde une partie de la marge pour le dédier au marketing qui en réalité fait pas ou fait mal. Donc la question c'est quelles sont les autres options au-delà du fait de gérer la gestion des réseaux sociaux à l'interne? Est-ce qu'il y a d'autres options à votre connaissance au-delà donc de la gestion à l'interne et du distributeur? Ça, c'est la première question. Et la deuxième petite question, c'est vu votre expérience à l'international, est-ce qu'il y a des différences d'importance des risques que vous avez présentés au niveau, voilà, selon les pays, selon les réalités culturelles autour du monde? Ou est-ce que c'est toujours linéaire, il s'agit toujours du même risque? Voilà.
Ok, merci Sylvia. Merci. Alors du coup, par rapport à la première question avec les distributeurs, donc effectivement, c'est quelque chose de très compliqué de pouvoir comprendre, enfin, pouvoir suivre tous les distributeurs finalement. Donc je pense qu'un outil que les entreprises peuvent utiliser aujourd'hui et qui est limite indispensable, c'est un peu faire de la veille avec les outils d'intelligence artificielle. Donc maintenant, avec des outils d'intelligence artificielle, on peut très facilement retrouver comment un distributeur communique sur nous ou bien retrouver, faire une veille journalière de tout ce qui est dit sur nous, à quel moment, sur quel réseau, sur quel site internet, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est un conseil que je donne souvent aux entreprises, c'est aussi de pouvoir utiliser les outils qui sont à leur disposition, qui vont leur demander moins d'argent, peut-être moins de temps, mais c'est justement d'utiliser ces outils qui sont là et il faut s'en servir, ils sont là, donc faire de la veille par rapport à ça et justement pouvoir aller vérifier ce qui est dit auprès de, voilà, peut-être des centaines de distributeurs qui sont à l'international. Ça dépend vraiment au cas par cas, mais pouvoir faire ça, quand on a quelques distributeurs, on peut facilement se concentrer sur ces distributeurs et voir ce qui est fait. Mais quand on en a des centaines, c'est déjà totalement différent. Donc, utilisons ces outils qui vont nous permettre d'accélérer cette recherche d'informations. Oui, Alors, excuse-moi, Aline. pardon, non, non, je prenais juste le relais par rapport à la deuxième question. Je ne sais pas si tu Oui. veux compléter, Elodie, peut-être. Non, vas-y, je compléterai. D'accord. Oui, ben, par rapport à la question liée au même risque, c'est vrai que on revient à la notion de perception en fait, parce que les risques et même la crise en soi, elle peut être perçue d'une manière beaucoup plus forte, beaucoup plus importante dans certains pays, alors que la même situation, le même risque, il peut pas nécessairement être un problème ailleurs, ou pas très aussi grand que ça. Donc, par exemple, si on prend des aspects liés si on prend la question de la sécurité urbaine, comme ça, de la société au Brésil ou en France, c'est vrai que les entreprises, les PME, d'une manière générale, elles vont être plus exposées à des vols, des choses comme ça, qu'en France, par exemple. Vous voyez, donc ça, c'est un risque qu'on va percevoir d'une manière différente, on va gérer d'une manière différente et aussi on va prendre des outils en fonction des ressources qu'on va avoir. C'est-à-dire que peut-être une entreprise au Brésil, une PME au Brésil, elle va devoir trouver des stratégies, des aspects beaucoup plus autres que l'aide de l'État, ou compter sur la sécurité que l'État offre. Alors qu'en France, on a cette option, mais on pense surtout, en fait, dans un premier temps, à la police, tout simplement. Alors qu'au Brésil, peut-être que la police, ça va pas. Donc, on va essayer de trouver d'autres moyens pour essayer de se protéger. J'espère répondre à votre question, mais je pense que c'est un peu cette idée-là. C'est que chaque contexte culturel, avec ses aspects socio-économiques, etc., ils vont nous donner plus ou moins d'éléments, plus ou moins de difficultés, surtout pour gérer parfois la même situation et pour évaluer son degré d'importance, en fait, de gravité. Oui, y compris le cadre juridique offert par le pays. Exactement. Une question de Juliette Tang. Dans les entreprises que vous rencontrez, quelle équipe est officiellement en charge de ce type de risque? Est-ce que c'est un sujet top management parce que les équipes de communication n'ont ni les compétences ni l'envie de parler de risque et de devenir expert? En fait, je me lance en fait. En fait, Comme tu veux. l'idée, c'est, on va parler de cette formation, de ce groupe qui s'organise pour parler des crises qu'on appelle la cellule de crise. Donc, une cellule de crise, normalement, elle est composée par des personnes de différents niveaux hiérarchiques et de différentes spécialités. Ben, justement, je vais avoir peut-être, en fonction de la taille de l'entreprise, bien sûr, je vais avoir plus ou moins de personnes dans cette cellule de crise et ce seront des personnes qui vont, par exemple, travailler sur, je ne sais pas, j'ai quelqu'un, un stratège, je vais avoir quelqu'un de la communication, de marketing, je vais avoir quelqu'un de la production aussi, quelqu'un, voilà, je parle de, là, peut-être euh, idéalement, on va dire, on va essayer d'avoir tous les aspects de l'entreprise représentés. Alors que dans une PME, on va être peut-être la communication, la production
Et les stratèges, ils se concentrent tous sur une même personne, ou voire deux, maximum trois. Donc, l'idée ici, c'est effectivement de ne pas avoir quelqu'un trop spécialisé parce que c'est normal en fait que l'équipe de communication, elle n'ait pas vraiment des compétences spécifiques sur ça parce que c'est même pas vraiment très intéressant parce que l'idée d'une cellule de crise, c'est justement de pouvoir regarder l'entreprise à, si vous voulez, 360 degrés pour voir ce qui se passe, voir comment est-ce qu'on peut répondre parce qu'une crise, c'est pas que de la communication. Et pour parler, pour communiquer, il faut quand même d'abord avoir, disons qu'on a eu un problème avec un produit, quelqu'un a été empoisonné, des choses comme ça. Donc, il va falloir lier, coordonner un nombre très important d'informations pour pouvoir effectivement ensuite passer à l'action. Donc, c'est même préférable en fait qu'on ne concentre pas les actions de gestion de crise ou de veille de crise uniquement sur un même département, parce que ça peut effectivement restreindre après les actions de l'entreprise lorsque l'événement arrive, en fait. OK. Question supplémentaire, je récupère mon écran. Je dois vous quitter, on a certaines personnes qui partent. Merci Anne-Catherine, au revoir, à bientôt. Est-ce qu'on Oui, a il encore y a des gens qui nous ont demandé pour recevoir l'outil, donc Jean-Christophe, je te propose de le dispatcher par la suite. volontiers? Et bien évidemment, c'est vrai qu'on n'a pas affiché nos contacts dans l'IDIA parce qu'on a été un peu plus rapidement, mais on peut partager nos contacts. Si vous avez des questions, il n'y a bien évidemment aucun souci. Vous pouvez nous contacter par email sans problème. OK. Lilia Armel qui nous dit qu'elle intervient en tant que professionnelle, ancien dirigeant. Je pense que de nos jours, il y a la montée en puissance des risques ou ce qui Les interviennent risques. en transversal. C'est ce qu'elle voulait dire. Oui, Voilà, donc en fait que c'est une approche transversale. mais c'est En ça, c'est une fait, approche transversale. Oui. voilà, je dis qu'effectivement, je partage que l'équipe de communication n'est pas habilitée à avoir être support pour ces questions de crise. Mais par contre, de plus en plus, il y a l'équipe métier risque qui est devenue transversale et qui intervient pour justement épauler toutes les structures, pas seulement l'équipe communication. Tout à Exactement. fait. Exactement. Ah, Jean-Christophe, on ne t'entend plus. Oui, s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, on va prendre un petit moment les uns les autres pour aller déjeuner, puisque c'est l'heure du déjeuner. Un grand merci, on a bien compris que ce sujet était large, qu'il était stratégique, qu'il était souvent sous-estimé par les PME. On a beaucoup aimé la distinction entre la nature du risque et la perception du risque. Et que la réaction aux crises et aux problèmes doit être anticipée. Si on s'y prend au dernier moment, on n'a pas les réseaux actifs, on n'a pas les personnes, on n'a pas la méthode. Et on a compris qu'on doit apprendre de chaque crise pour préparer la suivante. En grande ligne, on retrouvera le détail en revisionnant ce que vous avez préparé, en accédant à l'outil de diagnostic que vous proposez et aussi en relisant les résumés que nous diffusons ensuite sur nos réseaux et que nous mettons en ligne sur le site de la Fabrique de l'exportation. Donc, Élodie Deprince, Université Mons en Belgique, Aline Perra-Punrig et Université EM Strasbourg. Merci, grand merci à toutes les deux pour avoir partagé votre expertise. Je rappelle que la Fabrique de l'exportation est le think tank français du commerce international, que vous pouvez le soutenir en parlant autour de vous, en adhérant à titre individuel ou à titre d'entreprise. Et j'en profite pour signaler la prochaine masterclass le 23 avril consacrée à la production en France via la réindustrialisation pour exporter. Et j'en profite aussi, excuse-moi Jean-Christophe, mais on a un autre rendez-vous avant le 23, c'est le débat du commerce international avec Alain Bentejac et Hubert Testard sur l'Asie, le 19 mars, c'est la semaine prochaine, à 18h. Voilà, nous avons donc deux formats plus opérationnels, plus
pratique d'entreprise, les masterclass, et plus macro, marchés internationaux, géopolitiques, les débats du commerce international, des CI organisés par Alain Bentejac. Donc, nous serons heureux de vous revoir à l'un ou l'autre des formats. Élodie, Aline, merci beaucoup. Merci, à vous. merci pour Merci, l'invitation. Sylvia. Merci.